Alors cette dernière table ronde, elle va porter sur les enjeux agricoles, nourriciers du point de vue des quartiers populaires. On va commencer tout de suite. Peut-être qu'il y a un petit podcast qu'on doit entendre. Ce matin, pour Roxane, Edmar, Mehdi, Ralida et Chourika, on a 126 aromatiques. Donc on va les prendre en A. On fait le céleri branche. Si vous avez plus de céleri, on bascule sur la ciboulette. Je m'appelle Khalida, je suis afghane. C'est la première fois que je travaille en France. Nous sommes fait aromatiques, 126 bottes aujourd'hui, et toujours récoltées, mais après, nous sommes fait planter de semis. Je suis très content ici. J'aime bien récolter. Récolter des tomates et aubergines, c'est ça. J'aime bien. Là, du coup, on vient de finir les récoltes. Donc, du coup, on charge le camion et l'objectif, ça va être de ramener ça aux ateliers de préparation à l'ortie. Nous avons 7 variétés de tomates différentes, de l'aubergine, du céleri branche et on est bon, je pense. 500 grammes, tu mets toi? Ouais, parce qu'il y a des caisses, ça c'est 700, 800. Ah oui. Ça c'est plus 400. Moi c'est Anthony, donc je suis encadrant technique d'insertion, où je suis en charge de toute la partie vente de l'ortie. Donc je m'occupe du magasin, des paniers et des marchés. Notre travail commence à partir du moment où on réceptionne les produits. Il y a une première étape qui est souvent le nettoyage des légumes, ou qui va être le contrôle de la qualité de la commande qu'on a reçue, la mise en stock. Donc on a 2 chambres froides, voilà, des températures différentes en fonction des produits qu'on doit stocker. Et après, c'est la vente. Excusez-moi. Ouais. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Là, on fait des paniers pour l'ortie et pour Sainte-Thérèse aussi pour le magasin. Parce que moi, normalement, je suis au maraîchage, mais là, je donne un coup de main aujourd'hui en logistique. Alors, moi, je m'appelle Mehdi, j'ai 28 ans. Je travaille à l'ortie depuis presque 2 ans. Je suis en contrat CDD de 26 heures. Ouais. C'était des petits contrats, mais ça suffit. Et on a beaucoup d'avantages. Par exemple, moi, je me suis fait financer le permis. Ce que j'aime, c'est le fait de nourrir les gens, quoi. C'est un plaisir, déjà. Et c'est bio, c'est pas cher, donc tout va bien, je trouve. C'est bon? Franchement, bon. Je perds ma façon de parler, directement. Moi, je me présente, je m'appelle Yanis. Donc, je suis animateur culinaire au sein de l'équipe Accessibilité Alimentaire. Et donc, je participe aux Places à Vivre tous les mercredis et vendredis. C'est destiné aux habitants qui viennent sur les marchés pour soit découvrir les fruits et légumes via l'étal de fruits et légumes auquel on vend et via l'atelier en fait, culinaire qu'on prépare chaque semaine. Donc voilà, on a la preuve qu'effectivement les légumes sont bien produits dans des fermes et non pas dans des usines par un procédé d'intelligence artificielle qu'on pourrait imaginer jusque-là. On a bien une production agricole dans les places à vivre et c'est de ça dont on va parler pour finir cette journée. Territoire agricole, quartier populaire, se reconnaître évidemment. Alors pour commencer tout de suite, puisqu'on a à peu près 40 minutes, donc il faut être efficace, je vais passer la parole au local de l'État. Il n'y a que des locaux. Mais on est tous du coup. Voilà. Mais en tout cas, du dispositif de la dignité dans les assiettes, qui est né ici, en terre de Lorraine, et passer la parole donc à Huguette Boissonnat et ensuite à Viviane Tirlicien, pour peut-être nous expliquer déjà cet enjeu-là de la question de l'alimentation dans les quartiers, la dimension nourricière dans les quartiers, qui a été vraiment boostée aussi après la période Covid, notamment avec énormément d'attentes sur cette question nourricière du point de vue comme complément de l'aide alimentaire, etc. Est-ce que vous pouvez donc nous rappeler aussi d'un point de vue plus général où en est l'agriculture urbaine, c'est-à-dire où on se situe aujourd'hui sur ces questions-là et quelle ligne de réflexion vous avez par rapport à ce que vous faites au niveau de la dignité dans les assiettes? Alors, Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir invités. Et il y a plusieurs questions
dans ce qui a été posé. On va commencer par le plus large, c'est-à-dire la question en France. Il y a un vrai sujet. Il y a 11 millions de personnes en France qui disent qu'ils ne mangent pas complètement à leur faim, ou en tous les cas qui ont des frigos qui ont du mal à se remplir. Sur ces 11 millions, il y a 5 millions de personnes qui vont à la distribution alimentaire et qui sont donc nourries par la distribution. Mais il reste un certain nombre de personnes, si vous faites le décompte, qui sont des personnes qui ont du mal à se nourrir, qui disent que leur frigo a du mal à se remplir ou qu'il est mal rempli. Et cette population-là, c'est vrai, quand on y réfléchit, on n'a pas beaucoup avancé pour les accompagner ou pour, en tous les cas, proposer des solutions. Dans la réflexion qu'on a pu avoir avec des personnes qui sont en grande précarité, au moment où je dirigeais le département santé du mouvement ATD Quart Monde, on avait beaucoup travaillé sur la protection sociale. Et à ce moment-là, on a fait la complémentaire santé solidaire. Et à ce moment-là, certaines familles m'ont dit, tu sais, tu peux toujours travailler sur la protection sociale et l'accès aux soins. Si les gamins ne bouffent pas, ils seront malades toute leur vie. Et ça m'a beaucoup touchée parce que ce n'était pas un sujet qui venait il y a 30 ans. Et on a travaillé et on a écrit un livre qui s'appelle « Se nourrir lorsqu'on est pauvre » où on a fait des constats, on a analysé ces constats et on a fait des propositions. Et un jour, alors le département de Meurthe-et-Moselle est un département que j'aime beaucoup et qui est très dynamique et dans lequel on a fait beaucoup de choses. Et évidemment, un jour, le préfet, Mathieu Klein, m'ont dit « Mais c'est bien de parler, mais qu'est-ce que vous faites ?» J'ai dit « Donnez-nous un terrain » et à ce moment-là, on est allé à Terre de Lorraine où on a commencé une démarche qui s'appelle « De la dignité dans les assiettes », qui en fait est une démarche participative qui donne la parole aux personnes qui sont en situation de précarité alimentaire pour construire une politique tous ensemble de lutte contre la précarité alimentaire. Je saute un petit peu parce que ce serait trop long. Et puis, dans ces propositions-là, un jour, on travaillait avec des chercheurs et puis une amie qui était avec nous regarde les chercheurs de Danone et elle leur dit « Vous pouvez m'expliquer un truc? Quand vous vendez des yaourts pas chers, vous les vendez par 12. Si j'ai déjà pas les sous pour en acheter un, je ne vais pas acheter 12 yaourts pour avoir un yaourt pas cher. » Et ils sont restés comme ça en disant « Mais oui, c'est vrai. » Et maintenant, il y a une étude qui est sortie avec Faber et puis Martin Hirsch qui montre que les plus pauvres achètent 15% plus cher leur nourriture que la population générale. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de trésorerie, parce que la mobilité pour eux, c'est avec les semelles, et parce que quand on est en précarité, on est souvent isolé. Donc, ces réflexions mises l'une à côté de l'autre, on a dit, on va se mettre ensemble pour acheter moins cher. Donc, on s'est mis à 12 pour acheter 12 yaourts, et chacun a eu un yaourt, vous voyez. Mais après, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va acheter? Donc, on a fait un travail, ce qu'on appelle, nous, des labo-cap, c'est-à-dire des groupes de travail avec des professionnels, des institutionnels, des personnes en précarité. Et on a défini un panier alimentaire élémentaire. Dedans, vous allez hurler, mais il y a de la nourriture pour les animaux de compagnie. Parce que pour certains, ils ont dit, si le chien ne bouffe pas, moi, je vais me mettre au canal. Donc, il y avait des réalités de vie comme ça qui ont été importantes. Une fois qu'on avait fait ça, on est allé trouver la chambre d'agriculture. On est allé trouver le département et on leur a dit, vous devez bien avoir des négociations d'échelle. Et ils nous ont dit, oui, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait sourcer sur vos négociations d'échelle notre panier alimentaire élémentaire? Oui, ont-ils dit. Donc on a pu accéder à des produits alimentaires élémentaires. Nous, on les appelle dignes et durables, parce que pour nous, digne, ça veut dire qu'on n'a pas la tête sous le bras et qu'on n'est pas en train de quémander, mais qu'on les achète. Mais on les achète à des tarifs qui sont des tarifs possibles avec le porte-monnaie de la misère. Alors après, il est resté quelques éléments où on nous a dit « il faut que vous mangiez local ». Bah oui, mais le poisson, il ne pousse pas en Meurthe-et-Moselle. Bah, les oranges non plus. Donc il a bien fallu qu'on trouve des réflexions pour aller ailleurs que le local. Après, on nous a dit il faut manger les fruits de saison. Bah oui, mais quand c'est les cerises, le porte-monnaie, il n'est pas de saison. Donc on a été obligé de réfléchir aux produits. Mais on a construit notre panier, on a construit notre modèle et on a fait des petits collectifs. Et ces collectifs de personnes, maintenant, il y a à peu près 1000 familles et ça se développe. Et ces familles achètent pour à peu près 20 € un fonds d'épicerie avec des fruits et des légumes en plus,
pour le mois. Et ils sont livrés la 3e semaine du mois, ce qui fait qu'on n'a plus la fin du mois. Ce qu'il faut... Déjà, bonjour à tout le monde et merci. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que les personnes, en début de mois, il y a l'arrivée d'argent, mais au 15 du mois, tout est envolé, hein, il n'y a plus rien. Donc, on s'est arrangé pour que les bons de commande soient entre le 5 et le 10, et quand le frigo commence à être vide vers le 20, nous, on arrive avec nos commandes. Donc c'est un avantage. Mais il ne faut pas oublier que c'est surtout le choix. Quand vous allez dans les secours d'urgence, je ne suis pas contre, hein, l'urgence, il y en aura toujours besoin, parce que à l'heure actuelle, la vie, même pour les étudiants, est très dure. Mais les personnes qui vivent la précarité, elles peuvent avoir le choix. Moi, j'habitais un quartier où il y avait 86 nationalités. Imaginez la différence de nourriture. Et avec Emplettes et Cagettes, même les 80 nationalités, elles peuvent se nourrir puisqu'elles ont le choix d'achat. Et ça, c'est important, c'est le choix. Et surtout, ne plus avoir la honte et avoir la dignité d'aller acheter. Merci Viviane. On reviendra vers vous deux de toute façon là-dessus, parce qu'a priori, le modèle que vous présentez, il intéresse beaucoup d'autres mondes. Tu me disais qu'il y a combien de villes Je crois qu'on a 7 villes c'est ça, Guette, qui s'intéressent. Oui, en France. En France. Mais le modèle est un peu particulier parce qu'il fonctionne sur du collectif. Il est appuyé sur, alors tout à l'heure on disait le lien social, il est appuyé sur le ensemble. C'est-à-dire que le choix des produits se fait ensemble, avec les professionnels, avec les acteurs de terrain, avec les institutionnels qui sont avec nous, avec la Chambre d'agriculture, c'est ensemble. Et je pense à Jean-Michel qui dit « on creusait la terre, on semait, on faisait et il nous poussait du bonheur dans la tête ». Et c'est cette dignité de dire on commande, on va voir les agriculteurs, on discute avec eux et on achète des produits qui nous changent la vie, qui nous changent la santé, qui nous changent le dynamisme, parce que vous savez, mine de rien, ne plus avoir peur de ne pas finir le mois avec les gosses et de ne pas avoir de quoi leur donner à manger, ça permet de faire plein de trucs. Parce que du coup, c'est comme si on avait la tête libre, on se remet à conduire. Moi, j'ai vu des gens qui se remettent à conduire, qui se remettent à travailler, qui se remettent à faire plein de trucs, alors que la peur, la faim, elle vide la tête. Alors, et je voulais simplement dire qu'il y a une phrase de Joseph Brzezinski, « Relevez la tête et vous pourrez manger ». Oui. Comment, Viviane, tu peux dire aussi la rencontre avec le monde agricole? Parce que vous dites, on est allé voir la Chambre d'agriculture, etc. Donc ça, c'est des institutions, mais derrière, il y a des agriculteurs pour savoir comment on peut sourcer, etc. Et vous, au niveau d'Emplettes et Cagettes, comment vous avez rencontré? Là, tu me disais tout à l'heure, par exemple, on va avoir des oranges et des citrons. Voilà. Alors, d'où ça vient et comment vous êtes en relation directe avec des producteurs? On a fait beaucoup de recherches. Moi, je me souviens du premier producteur qu'on a été voir, M. Touvenin, que je remercie beaucoup. Il a fallu discuter pendant plus de 2 heures. Je vous assure que parce que c'était une personne qui était en transition en 2e année de bio, et pour lui, le revenu était moins qu'un RSA d'une personne. Imaginez, une personne, c'est 465 € à l'époque-là. Et pendant plus de 2 heures, et puis on lui a présenté la charte, parce que faut pas oublier qu'on a fait une charte, et c'est la première charte en France qui est faite du gagnant-gagnant, c'est-à-dire gagnant pour les producteurs, mais gagnant pour les personnes qui vivent la précarité. Il l'a lu, on lui a expliqué, puis on lui a dit, il vous reste quoi?
il nous a montré ce qui lui restait, puisqu'il avait des pommes de terre, des carottes, des courges, des oignons. Puis on lui a dit, ben, vous nous proposez quel tarif? Il nous a proposé un tarif. Et en fin de compte, à la première commande, au premier test qu'on a fait, on a fait quand même 1,6 tonne de pommes de terre, 800 kilos de carottes et 400 kilos de courges. Imaginez les gens, les personnes, comme elles étaient contentes de cet achat-là. Et après, ben, ça a pris de l'ampleur, mais on a continué parce qu'il fallait définir le panier, ce que les gens avaient besoin, ce que les personnes avaient besoin, ce qu'ils préconisaient en priorité. Vous avez l'huile, vous avez la farine, vous avez les pâtes, vous avez... Mais tout ça, ce sont les personnes qui vivent la précarité. On les appelle les experts du vécu. C'est pas pour rien. Il faut que ces personnes-là, dans les labos CAP, on a vu des personnes qui n'osaient pas parler, parce que bien souvent, déjà les personnes dans la précarité, on les appelle les invisibles, et elles n'osent pas parler. Mais dans les labos CAP, ben, à force, elles osent parler. Elles osent dire leurs besoins. Et bien souvent, ça nous surprend, parce qu'il y a des diversités d'ethnie, des diversités de tout. Vous avez les végétariens, vous avez les gens qui sont plus... Enfin, il y a toutes sortes de différences. Merci, bah oui, effectivement, oui. Alors, ces labos CAP, ça se passe comment quand même? Parce que ça nous interpelle là. C'est-à-dire, comment vous construisez le labo CAP avec les personnes? Et comment elles viennent d'ailleurs? Comment vous les recrutez entre guillemets? Enfin, comment ça se passe? Alors, on recrute pas. Vous avez bien compris que c'est pas au champ pas cher. Et les démarches, c'est pas non plus, on décide qu'on va faire une démarche et puis voilà, venez. Non, c'est, on a déjà un projet avec des personnes et on dit ceux qui veulent nous rejoindre, nous rejoignent. Mais c'est pas, on met les pauvres sur une table pour regarder à quoi ils ressemblent. C'est, on se met ensemble avec les professionnels, avec les travailleurs sociaux, avec les maires. On a des députés qui viennent, et on travaille sur un thème, sur un sujet, parce que, par exemple, à Saint-Dizier, ils veulent travailler sur l'alimentation et faire un projet d'alimentation. Ils ont commencé par alors nous on appelle ça des labos CAP. Bon, disons que ce sont des journées où le matin on fait les constats sur le thème. Bon, sur, par exemple, à Bondy, quel est l'approvisionnement alimentaire à disposition des populations en précarité sur le quartier. Ensuite, on fait les constats, les professionnels, tout le monde, et ensuite on dit mais pourquoi c'est comme ça? Et une fois qu'on a compris pourquoi c'est comme ça ou pas compris, l'après-midi, on dit mais qu'est-ce qu'on va proposer ensemble? Et les propositions qui sont communes aux travailleurs sociaux, aux politiques, et aux personnes en précarité qui habitent le quartier, ces propositions-là, elles sont évidemment retenues pour être travaillées et pour être développées et étudiées. Alors c'est une action recherche, et moi j'ai beaucoup aimé la remarque, c'est une action recherche, c'est-à-dire que c'est une action, on ne peut pas être sûr que ça va marcher à 100%, mais c'est une action qui nous permet de chercher à améliorer la vie sociale. Alors, on appelle ça du social design dans le monde actuel. Je pense que c'est vraiment important de travailler avec l'expérience des utilisateurs, mais on a souvent vu que les travailleurs sociaux sont pour nous, ils sont plus tristes ou plus précaires que les gens très pauvres, parce qu'ils sont pas toujours très bien à l'aise dans leur positionnement. Et du coup, on se tient les coudes tous. Et quand Guy Touvenin nous disait je suis en transition, il n'y a pas de sous, machin, on lui a tenu les coudes. Et aujourd'hui, cette année, il y a plusieurs agriculteurs qui nous ont dit heureusement qu'on avait emplété Cagette. Et puis bon, je passais la parole parce que la bonne idée du collectif des personnes qui achètent les 12 yaourts, elle a été transférée à une bonne idée de collectif de structures qui luttent contre la précarité alimentaire, et on a monté une plateforme alimentaire solidaire qui, du coup, en fait, c'est un collectif de structures qui vont, elles aussi, acheter sur les mêmes produits, et elles vont pouvoir acheter sur une plateforme où on massifie les commandes.
Merci. Bon, on va se retourner vers la partie agricole. Mais je reviendrai vers toi, Viviane, parce que à la fin, je sais que tu as quelque chose à dire sur le droit à l'alimentation. Et ça, voilà, ça me paraît important. Oui, mais ça fait des années que je me bats là-dessus, parce qu'on a, dans les textes de loi, vous avez le droit à l'eau, vous avez le droit au logement, c'est bien écrit dans les textes de loi, c'est des droits. Trouvez-moi le texte de loi où vous avez le droit à l'alimentation. Eh bien, il n'existe pas. En France, il n'y a pas de texte de loi qui dit que vous avez le droit à l'alimentation. Il n'y a qu'au niveau européen qu'il existe. Mais en France, zéro. Donc je me bats depuis 14-15 ans pour que ce soit écrit dans les textes de loi, noir sur blanc. Tant que ce ne sera pas écrit dans les textes de loi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. La sécurité alimentaire, elle est où? Il n'y a aucun droit français. Merci. Merci. Vous allez signaler de toute façon la spécificité Meurthe-et-Moselle, parce qu'il y a Dominique Potier, quand même, qui est Terre de Lorraine, etc., le député, qui a beaucoup porté aussi, et vous a aidé. Il est porteur d'une proposition de loi transpartisane qui va bientôt passer à l'Assemblée de soutien à l'agriculture biologique. Il a réuni pas mal de députés. On peut espérer que ça puisse passer. Il y a eu également ici des choses fort intéressantes, une pièce de théâtre, Les mots de la faim, qui a été produite avec des personnes en situation de précarité alimentaire, puis un film qui tourne aujourd'hui en Terre de Lorraine qui s'appelle « Et maintenant on fait quoi ?» Des personnes qui ont fait la pièce de théâtre et qui ont construit ensemble un jardin nourricier. Voilà, donc il y a des supports. Et maintenant une pièce de théâtre qui tourne en ce moment qui s'appelle « Ah si j'étais riche » et qui raconte comment le théâtre, dans un parcours qui mène à la précarité, la culture, et puis ensuite le faire ensemble a pu permettre de faire pousser du bonheur dans la tête. Et puis on prépare un film qui va sans doute s'appeler « Relève la tête » sur le pouvoir d'agir avec des exemples et avec tout un message positif. Je crois qu'on a juste envie de donner un message positif parce que voilà, tout le monde pleurniche, mais c'est pas vrai. Il y a des belles choses qui se font. D'ailleurs, on l'a vu aujourd'hui. Et je voulais juste aussi, avant qu'on soit sur le local, dire qu'au niveau national, en 2016, on a construit un réseau agriculture urbaine et précarité avec, donc c'était à TD Carmonde, avec Agri Paris Tech et puis l'INRA. Et ce réseau agriculture urbaine et précarité, c'était le moment où l'agriculture urbaine, c'était vraiment une agriculture de niche. Et comme dit Christine Aubry, qui est la responsable de la chaire, il faut voir quel chien on met dans la niche. Et à cette époque-là, il s'agissait uniquement de champignonnières ou de choses un petit peu particulières en région parisienne. Et là, on a vraiment beaucoup développé l'agriculture urbaine à la disposition des publics en précarité. Alors, je voulais vous donner quelques chiffres et vous pouvez aller sur le site. Et c'est vraiment très important que toute la dynamique d'agriculture urbaine et périurbaine travaillent ensemble, construisent ensemble et soient un vrai poids. Alors, dans ce réseau, il y a des chercheurs, il y a des fondations, des associations, il y a aussi des métropoles, et il y en a beaucoup. Et tout ce travail de fond et de recherche, aujourd'hui, on a 4000 projets en France dans de nombreuses villes et de différentes tailles. On a le plus prometteur de ce qu'on voit émerger, ce sont les petites fermes maraîchères, arboricoles, avicoles, mixtes, qui sont développées avec l'aide des collectivités. Elles peuvent difficilement le faire toutes seules. Par exemple, en Île-de-France, on a 140 petites fermes aujourd'hui. Et puis, je voulais aussi dire que pour nous, aujourd'hui, on a 90 fermes municipales en France. Et nos lignes de réflexion, c'est quel développement et quelle forme périalimentaire et éducative et sensibilisation, les financements, les compétences, comment les rendre plus accessibles aux personnes en précarité, comment contractualiser avec les politiques, avec les possesseurs de la terre arable, mais aussi avec les interlocuteurs. Quel rôle du jardinage collectif dans l'approvisionnement durable des populations à faible revenu?
Mais ce qui est important aussi pour nous, et ce sur quoi on travaille beaucoup, c'est quelle rémunération des services environnementaux, biodiversité, adaptation au changement climatique, absorption d'eau, déchets organiques, comment ces rémunérations peuvent être effectives, parce que la ferme urbaine, elle fait aussi ça. Parce que la ferme urbaine, elle a aussi beaucoup d'impact dans les territoires pour l'accès à l'alimentation de qualité, mais aussi l'accès à une biodiversité. Voilà, c'était un petit... C'était un plaidoyer pour la ferme urbaine. Voilà. Merci Huguette. Alors maintenant, on va passer la parole aux producteurs, si je puis dire, puisque Huguette, tu l'as dit, Viviane, tu as témoigné là-dessus aussi. Il y a une plateforme alimentaire solidaire qui s'est donc créée pour pouvoir mutualiser à la fois les besoins des personnes, mais aussi les approvisionnements en face. Viviane, tu as raconté ce qui me paraît le plus intéressant, c'est la rencontre entre le monde agricole et ses problématiques de précarité aussi, et le monde de la précarité alimentaire qui rencontre du coup une convergence de points de vue, même si au début c'est pas facile de se comprendre, c'est pas facile d'échanger sur tout ça. Voilà, donc on est sur un sujet qui devient nourricier, c'est-à-dire qui produit, qui collecte, qui approvisionne, qui stocke, etc. Enfin, ça devient une problématique dite de filière agricole, si on peut dire ça comme ça. Alors, je vais passer la parole à Claude Orbion, qui est une figure de l'agriculture biologique dans cette région et qui s'est beaucoup investi, comme nombre de ses collègues aussi, dans la structuration des filières, justement, hein, pour faire en sorte que ceux qui étaient pionniers dans l'agriculture biologique puissent construire une véritable alternative au mode de production actuel, d'abord pour en vivre, pour répondre aux besoins des consommateurs en bio, pour structurer ensemble la demande. Et là, aujourd'hui, il y a cette question nouvelle qui apparaît, qui effectivement, la bio n'est pas réservée uniquement aux personnes qui pourraient, de classe aisée, on va dire, mais évidemment concerne tout le monde. Donc, comment vous avez vécu puisque cette plateforme est hébergée chez Paysans Bio Lorrain, qui est donc une organisation que vous avez structurée, et comment vous avez trouvé des intérêts réciproques sur ces questions-là avec la question de la solidarité? Oui, déjà là je ne me sens pas trop à l'aise pour parler devant vous parce que je viens de découvrir il y a quelques instants que ma retraite est payée avec la taxe sur le soda, que je dépends de la MSR. Donc du coup, et d'ailleurs vous avez applaudi fortement, hein, donc du coup ça me met un peu en gêne quoi, par rapport à... La Sécu, pas la retraite, la Sécu. Par rapport à une meilleure utilisation qui aurait pu être faite. Bon, moi en préambule, je dirais que depuis ce matin, on parle de précarité alimentaire et moi, ce que je sais de la précarité alimentaire, mais je pense que vous en faites tous partie, je pense que pour parler de la précarité alimentaire, il faut connaître quelqu'un qui connaît la précarité alimentaire, il faut lui avoir parlé, il faut avoir au moins mangé avec lui. Mais je pense que là, aujourd'hui, de tout le public qui est là, je pense qu'il remplit ces trois conditions pour être au fait de cette thématique-là. Mais pour en revenir à ce que j'ai vécu là dernièrement, en fait, en deux mots, j'ai été gérant bénévole de la plateforme Paysans Bio qui est située à Toul depuis 6 ans, une présidence que j'ai cédée cette année, que j'ai cédée tardivement parce qu'on a connu des années compliquées. Hein. La crise de la bio a fait que notre plateforme a connu de grosses difficultés financières. C'était difficile de partir quand la situation était mauvaise. Et là, je vais remercier, mais en fait, il y en a plein qui l'ont fait tout au long de la journée. Je remercie en cause ce département, parce que la métropole nous a bien aidés dans les moments où on en avait besoin, les agences de l'eau également, le Pays Toulois. En fait, on a une aide forte de ce département pour nous sortir de l'ornière. Aujourd'hui, on a retrouvé une situation qui est relativement assainie et qui nous donne des perspectives. Mais ce cap-là, étant donné le fait que, après avoir dit qu'on avait récupéré un équilibre financier, ça ne nous donnait toujours pas de perspective pour l'avenir. Et en fait, la belle rencontre et la belle rencontre inattendue qu'on fait au niveau de Paysans Bio Lorrain, c'est on rencontre Huguette qui nous parle d'Emploi des Cagettes
et qui, elle, recherche un local pour améliorer sa façon de travailler. Et nous, après avoir voulu trouver un partenaire pour partager nos frais de location à Toul, en fait, je rencontre Huguette, et là, c'est vraiment un choc, parce qu'en fait, dans le monde de la bio, et c'est bien connu, la bio, c'est fait pour nourrir les bobos, les gens qui ont de l'argent et qui n'ont pas de difficultés, quoi. Et en fait, Huguette me dit qu'en fait, elle serait intéressée par ce qu'on fait et qu'on pourrait y trouver un intérêt commun. Alors, vous imaginez un peu la surprise, parce qu'en fait, le monde associatif qui s'occupe de la précarité alimentaire, à aucun moment, il y a un paysan qui au cours d'une réunion, a dit « mais on devrait faire le tour des associations, peut-être qu'on trouverait une partie de réponse à nos problèmes, quoi ». En fait, là, et au moment de cette rencontre-là, on en a vraiment besoin, parce qu'on est là, on a rééquilibré nos comptes, mais demain, la crise de la bio, même si on peut imaginer qu'elle est plutôt un peu derrière nous, mais on n'a encore pas une vraie visibilité. Et là, on a cette bonne nouvelle qui nous arrive là. Et en deuxième élément que j'ai envie de partager, c'est que, en fait, moi, la grosse surprise aussi, c'est de dire comment c'est les gens, c'est le monde de la précarité qui va nous aider, là, qui va nous aider à sortir de notre situation quand, en parallèle, pendant des années, on agite les bras, on dit on est là, mettre du bio dans la cantine de vos enfants, par exemple, c'est très compliqué à être entendu. Je veux dire, on fait des démarches auprès d'autres départements, on sollicite la région qui est en charge des lycées. Ça paraît toujours trop cher, trop compliqué, et pourtant on a la loi Egalim qui est votée. On s'est dit, tout ça, on s'est dit là, on a un boulevard devant nous, ça va être facile pour la bio, et en fait non, ça bouge peu, et en fait, c'est cette rencontre-là qui d'un seul coup nous relève et nous donne une piste d'espérance, et en plus, ça rentre complètement dans nos valeurs. Au niveau du monde de la bio, on est complètement dans ces valeurs, on est peut-être plus imprégné que d'autres au niveau agricole de cette solidarité. Alors donc, je dis merci à cette belle rencontre qui nous fait du bien. Après, quand j'entends les propos qui sont tenus tout à l'heure, je veux dire, ça me fait un petit peu mal au cœur quand on met en avant les fermes urbaines et tout ça, parce que je veux dire, mal au cœur, pas sur l'initiative, mais je dis, mon Dieu, quelle agriculture on a construit chez nous. On a accompagné une agriculture pour nourrir le monde, pour exporter du blé à l'autre bout du monde, et en fait, on n'a pas construit une agriculture pour nourrir les gens autour de nous, quoi, pour nourrir l'agglomération, la ville. Et moi, je suis toujours gêné de voir que c'est les instances politiques, c'est les villes, les agglomérations qui se disent mais comment on va faire pour nourrir nos populations, alors que là, le rôle premier de notre agriculture, c'était bien d'apporter ce service aux portes des villes. Et moi, je suis un petit peu déçu de voir ça, parce que là, on a loupé, l'agriculture a quand même loupé quelque chose à ce moment-là, quoi. Voilà une première partie de mon intervention. Merci. Merci Claude. Alors Valérie, je te passe la parole à double titre, présidente du Jardin et puis directrice de Paysans de Lorrain. Oui, moi de manière assez concrète, donc Huguette a présenté le fonctionnement d'Emplettes et Cagettes avec les collectifs d'individus, on va dire, et on s'est dit faut qu'on réfléchisse à donner une autre puissance et à imaginer un transfert d'expérimentation vers le champ de l'aide alimentaire. Simplement parce que on a énormément de structures d'aide alimentaire et on s'est dit de la même façon, si tout le monde se met ensemble, on va peut-être pouvoir faire des choses plus rationnelles, peut-être travailler mieux. Et donc, on a mis en place un schéma de réflexion avec différentes commissions. Donc, vous les avez, je pense, qui s'affichent
à l'écran. On a fait des commissions avec des personnes qui ont l'expérience de la précarité alimentaire, ça va de soi. Des commissions avec des producteurs et des fournisseurs. Des commissions avec les associations concernées. Et évidemment des commissions avec tous nos partenaires institutionnels. Et de ça est venue une idée, c'était de se dire on va acheter tous ensemble les produits qui font envie aux gens. C'est important ce que tu dis, Viviane, sur la notion du choix. Donc on s'est dit, il faut qu'on se mette ensemble pour acheter collectivement des produits. Et donc, comment on commence à expérimenter ça ? On voulait pas réinventer l'eau chaude ni l'eau tiède. Donc on s'est dit, on va s'appuyer sur la structure Paysans Bio Lorrain, qui a une structure logistique, des locaux, qui a une interface informatique et qui, pour le moment, porte une expérimentation de plateforme solidaire, principalement axée sur le sud du département, mais qui commence à s'ouvrir sur les Vosges et les départements autour. L'idée, c'est de... Alors, c'est pas forcément toujours évident. L'idée, c'est d'acheter des produits pour toute l'aide alimentaire, en tout cas tout ce qu'on peut trouver localement. C'est de l'acheter pas cher, mais dans le même temps, il faut, et ça c'est notre cheval de bataille, garantir la juste rémunération du producteur. Et comment on trouve, c'est un peu la quadrature du cercle, c'est comment on garantit une juste rémunération du producteur tout en proposant des tarifs attractifs, parce qu'on sait bien que les structures d'aide alimentaire ont quelques moyens d'achat, mais que c'est pas infini, quoi. Et avec un critère en plus, c'est de trouver, du mieux qu'on peut, des produits de qualité. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on est en train d'expérimenter depuis presque un an maintenant. Ça prend forme, on a de plus en plus de structures qui passent par cette plateforme solidaire pour acheter. On n'est pas dans la logique de groupement d'achat, hein. Pour le moment, on fait des choses vraiment très simplement. On a mis en place un site internet pour faciliter les choses. On a un comité de pilotage là bientôt pour essayer encore de faire avancer le projet. On identifie déjà quelques axes sur lesquels il faut qu'on travaille. On n'est peut-être pas assez réactif. Il faut qu'on mette de l'agilité dans notre système. Là, pour le moment, on s'était un peu calé sur le système de commande d'Emplet et Cagette sur une fois par mois, une livraison troisième semaine du mois. On se rend compte que ça ne correspond pas aux habitudes des structures d'aide alimentaire. Donc il faut qu'on entende ça, il faut qu'on fasse évoluer ça. Enfin, on a quand même énormément de travail. C'est un super projet. Enfin, moi, je suis ravie de participer à cette expérimentation. Je suis ravie aussi parce que, comme tu le disais, Claude, au niveau de la structure de Paysans Bio Lorrain, on a des grands locaux à Toul. Parfois, j'étais toute seule là-dedans. Et depuis qu'il y a Emplet et Cagette qui a investi les locaux, au moins, purée, ça bouge. Il y a du monde, il y a de l'activité, ça rigole, ça bosse. Et c'est vraiment un vrai plaisir d'avoir du monde autour de soi comme ça. Donc ça, c'est un grand élément positif. Et puis, on a des échanges vraiment riches. Parce qu'on boit le café quand même, donc ça fait aussi du bien. Et juste un mot, c'était dit et redit X fois depuis ce matin, toute cette plateforme solidaire n'existerait pas et n'existera plus s'il n'y a pas des financements publics. C'est évident que tout notre fonctionnement est lié à de l'aide publique. Et bon, on y va, on espère qu'on ne s'investit pas comme des dingues,
pour que tout soit blackboulé d'ici 6 mois ou 1 an. On peut toujours rêver, et je rêve tous les matins, toutes les nuits, donc ça devrait aller. Merci. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Quand on a fait l'étude des besoins et l'étude de l'offre du territoire avec les structures qui avaient dit qu'elles acceptaient d'être partenaires, donc il y a la Banque alimentaire, les Restos du Cœur, le Secours populaire, Secours catholique, la Croix-Rouge n'était pas dedans encore à l'époque, on était arrivé à 1 400 000 œufs par an. Et je passe sur tous les besoins et on est arrivé en fait à analyser l'offre du territoire et il n'y a pas la réponse à la demande d'achat, c'est-à-dire c'est en plus de ce qu'ils reçoivent des fonds européens, c'est ce qu'ils achètent. Et donc quand on a regardé ça, on s'est rendu compte que c'était le marché de la pauvreté ou le marché des gens qui ont faim. C'est un vrai marché, messieurs, dames. C'est un vrai creuset d'activité et c'est un vrai creuset de dynamique. Et jamais on n'aurait pensé, en Pleyté-Cagette, c'est à peu près 80 000 euros par an de chiffre d'affaires. C'est peut-être pas grand-chose, mais quand même, c'est 80 000 euros que des personnes pauvres mettent dans une enveloppe pour acheter des produits de bonne qualité. Et quand la Banque alimentaire a acheté les œufs avec nous, ils allaient à Cora, ils allaient chercher leurs œufs à Cora. Eh bien, ils m'ont dit, avec les œufs de la plateforme, je fais 5 000 euros d'économie par trimestre. Par trimestre. Donc avec ça, ils ont acheté des pâtes locales qui sont faites, qui sont très bien faites. Ce sont des pâtes qui, nous, on les a testées depuis 3 ans. On achète ce qu'elles donnaient aux poules avant. Donc les pâtes qui ne sont pas tout à fait bien rondes. Et en fait, on les achète moitié prix. Mais depuis qu'on achète ces pâtes, les gens qui sont diabétiques dans nos collectifs, eh ben, ils utilisent beaucoup moins d'insuline. Pourquoi ? Parce que ces pâtes-là, comme disent les gens pauvres, elles ne perdent pas dans l'eau. C'est-à-dire qu'elles gardent tous leurs composants et ça équilibre énormément les diabètes. De même que les lentilles, eh ben, on les mange toutes, elles ne partent pas dans l'eau. Voilà, ce sont des choses vraiment importantes. Je pense que le savoir aussi des personnes qui sont en précarité, l'élément, quand on l'a payé, c'est quelque chose d'important. Et donc, on fait attention. On fait attention. Absolument, le soin culinaire apporté. On va laisser de la place aux prises de parole et vous pourrez réagir à ce moment-là. Juste signaler qu'il y a une vraie opportunité. Nous, le réseau Cocane, ça fait plusieurs années maintenant qu'on essaie de se rapprocher des organisations de producteurs bio en particulier pour essayer de leur dire que oui, il y a un vrai marché et ce vrai marché, il est solvabilisé par des financements publics. Notamment le plan Mieux manger pour tous qu'on a vu arriver. D'ailleurs, c'est nous qui l'avons amené avec l'administration. On a construit la légitimité de ce fonds, à peu près 100 millions d'euros par an, qui est venu en top-up, enfin, en augmentation des fonds européens sur l'aide alimentaire. Là, le vrai sujet, c'est de savoir, effectivement, est-ce que ça va continuer en 2026-27 ? L'administration est très confiante parce que, voilà, sauf que la Cour des comptes a expliqué que elle comprenait rien à ce qu'on faisait avec cet argent. C'est-à-dire que là, c'est trop complexe, vous faites du local, vous faites des caisses mutuelles, vous faites du légume, mais aussi du sec, enfin, voilà. Donc, une incapacité de la Cour des comptes de comprendre la complexité de ce que vous fabriquez, de tricoter, etc. Donc, on a tous répondu, toutes les associations nationales, à l'initiative des Restos du Cœur, c'est à noter, toutes, Croix-Rouge comprise, ont signé une position de soutien à l'administration. Ça existe, un soutien à l'État et à l'administration pour défendre le fonds Mieux manger pour tous, qui permettra de continuer votre travail et de l'amplifier, voilà, mais contre l'expertise de la Cour des comptes, qui effectivement est sortie il y a quelques semaines ou quelques mois, là, et qui était de nouveau hors sol, complètement hors sol de tout ce qu'on raconte ici. Parfois c'est à notre avantage, là en l'occurrence c'était à notre désavantage. Est-ce qu'il y a des... Oui, et donc nous le 1er décembre à Natex Bio, salon des transformateurs bio à la porte de Versailles à Paris, on va signer, nous, Réseau Cocane, une convention avec la tête de réseau des organisations économiques de producteurs bio, Forêt Bio, Paysans Bio Lorrain, je pense, est membre de Forêt Bio, je pense.
Voilà, donc l'idée c'est bien de se dire que les organisations de producteurs telles Paysans Bio Lorrain existent partout en France, dans tous les bassins de production, et qu'on peut donc, mais là votre exemple va nous servir je pense, d'explicitation auprès des autres organisations de producteurs de ce que vous avez fait et ce qui est reproductible, adapté au territoire, mais ce qui est reproductible. Parce que sinon c'est très théorique, effectivement les paysans ne voient pas en quoi le monde de la précarité et de la pauvreté a un rapport avec eux directement sur les appros. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions dans la salle? Jawed? Rebonjour. Du coup, c'est une question que j'ai envie de poser, mais peut-être pas sur cette table ronde parce que j'ai pas envie de la rendre compliquée, mais c'est ce qui a traversé la journée. C'est-à-dire qu'on a parlé beaucoup, pour moi, si je le traduis, un peu de management. Mais moi, je raisonne en termes de droit, ce qu'a dit Viviane, si je ne me trompe pas du prénom, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on vit dans une terre qui est presque sans peuple et un peuple sans terre. Et nous, dans les quartiers, on est des gens sans terre. On peut être considérés comme des gens sans terre. Et ce qui nous relie avec les agriculteurs, eh ben, c'est qu'on est coupé du sol, en fait. C'est-à-dire que les agriculteurs, ça se traduit différemment. Mais les agriculteurs, si je ne me trompe pas, c'est quand même un problème industriel et foncier qui vient jouer quelque chose de compliqué. Et dans les quartiers, on est ségrégué et on est voué à la dépendance alimentaire. Donc ce qui a fait toutes nos sociétés avant, et ce lien au sol, maintenant, ça devient compliqué. Et du coup, c'est les questions de droit. Tout ce qu'a traversé, on n'a pas parlé du droit au travail, on n'a pas parlé du droit à l'alimentation, ce sont des droits supérieurs. Et du coup, est-ce qu'on va faire une politique qui va faire juste conditionner ces droits et ne pas les garantir? Et du coup, là, on n'a pas de budget, on n'a pas... Non, c'est quoi le projet sociétal, le projet civilisationnel qu'on a tous ensemble? Et là, il me semble que ce n'est pas écrit clairement dans la Charte des Nations Unies, c'est dit plus ou moins d'une autre manière, mais le droit au sol et le droit de gérer nos ressources, le sol est une ressource très importante. Donc moi, j'aimerais bien qu'à un moment donné, on réfléchisse et qu'on pousse ensemble les politiques, non pas à nous faire du management, mais à appliquer le droit. C'est très important. Oui, c'est sûr que la question-là, moi, quand je l'entends, je me dis, waouh, on part de loin. Hein. Parce que quand on se remet dans la mentalité paysan, où déjà les paysans, pour assurer leur survie, pour beaucoup, ils sont rentrés dans un modèle qui les dépasse aujourd'hui. Et leur seule survie, souvent, c'est de manger leurs voisins pour imaginer que demain, ils seront encore là demain. Alors, la question là, de ramener cette question du droit au sol pour d'autres populations qui ne sont pas des originaux d'agriculture, alors là, c'est encore pire que le partenariat qu'on met là. Là, on met encore ça encore beaucoup plus haut, mais là, ça reste une vraie préoccupation. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup de production, enfin d'agriculteurs, qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Vous avez quand même pratiquement un agriculteur sur 10 qui se suicide parce qu'il n'y arrive plus. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu l'histoire qu'on a voulu des plus gros engins, des plus gros tracteurs. Ils se sont endettés à mort et ils n'arrivent plus à sortir de l'eau. Et à côté de ça, vous avez le blé qui faisait 1,20 m, qui à l'heure actuelle fait 50 cm. La paille, elle est où? Il n'y a plus de paille. Donc il n'y a plus pour nourrir les animaux. Voilà le problème. Le problème, il est là. C'est toujours vouloir plus haut. Mais ça ne vient pas des agriculteurs, hein, ça vient de l'Europe, des politiques. Et le problème, il est là. Et tant qu'ils n'arriveront pas à sortir la tête de l'eau, moi j'ai travaillé j'ai été en contact avec la CIVAM et Jean-Claude Balbot, qui était président de la CIVAM à Brest. Mais on s'est un petit peu accroché, on va dire. Parce que moi, j'avais mon opinion sur la précarité, et lui, il avait la sienne, mais du point de vue des agriculteurs.
Il ne comprenait pas pourquoi je lui disais qu'à l'heure actuelle, enfin ça remonte déjà 5 ans, 6 ans, qu'il y avait encore des personnes dans la précarité en France qui mouraient de faim. Lui, il voyait ça, mais dans les pays ailleurs, pas en France. Et on sait, bon après on sait, je suis pas rancunière et lui non plus, on s'est expliqué, mais vous voyez les différences, ne serait-ce qu'entre agriculteurs et les gens qui vivent la précarité, les personnes qui vivent la précarité. Il y a des fois des accrochages qui sont très durs. Alors, Parce que... Viviane, Jean-Claude Balbot, tout le monde s'est accroché avec Jean-Claude Balbot. Donc, je peux te rassurer, c'est effectivement... c'est difficile aussi de... C'est-à-dire que le sentiment de précarité, il peut être un peu exclusif des autres, en fait. Hein. Il est toujours... voilà, c'est un peu en concurrence aussi. Et c'est parfois difficile d'arriver à s'entendre. Moi, j'ai envie de te poser la question, parce que cette question du rapport à la terre, elle est de plus en plus clivée. On a des démagogues, etc., qui nous expliquent qu'il y a ceux qui ont le lien à la terre, les Français qui ont le lien à la terre, etc. Bon, ça remonte à des... Voilà, par rapport à ceux qui viennent d'ailleurs, qui sont installés dans les quartiers, qui n'ont pas finalement d'accroche à la terre, etc. Vous, dans les jardins, vous accompagnez des personnes qui viennent des quartiers ou même qui sont des réfugiés statutaires et qui viennent d'autres pays. Oui, mais ce qu'on constate quand même sur le chantier, c'est que les gens ont une vraie histoire avec le jardin au sens large, et qu'il y a vraiment des histoires familiales qui sont transmises, et que finalement on n'est pas si loin que ça. C'est vraiment particulièrement vrai avec toutes les populations de migrants qu'on peut accueillir, qui ont vraiment un rapport et une connaissance de la terre qui est extraordinaire. Donc ça, il faut pas... Et c'est pas... Alors, on investit un petit peu sur des jardins en quartier politique de la ville. Moi, ce qui me semble aussi important sur la relation qu'on a entre le secteur de l'aide alimentaire et nos agriculteurs locaux, c'est qu'il faut qu'on se réassure, qu'on soit tous rassurés là-dessus, et que ça ne pourra passer que si on arrive à contractualiser et à sécuriser les productions dans la durée pour les producteurs, pour qu'ils puissent mettre en culture ce dont on aura besoin, et que nous, on sache s'engager sur des volumes et des quantités et sur des prix. Et ça, c'est vraiment le dossier sur lequel on s'est dit qu'on travaillerait là, dans un futur assez proche, parce que tu parlais de filière, quand tu disais, Huguette, les volumes que tu annonçais, on ne pourra pas aller vers ces projets-là sans se structurer, sans s'organiser. L'idée, quand même, moi dans ma petite tête, c'est pas de se structurer en faisant des contrats qu'avec 3-4 gros faiseurs, mais c'est comment on organise le territoire avec plein d'agriculteurs et qu'on sécurise ces volumes-là sur de multiples territoires. Je sais pas comment, c'est peut-être pas clair ce que je dis, mais dans ma tête, ça va à peu près. C'est de se dire, ça ne nous intéresserait pas de dire on fait 50 tonnes de tel produit avec un tel. Peut-être il faut faire 5 tonnes avec 10, quoi. Et l'idée, c'est que ça rayonne. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite faire, c'est que l'alimentation de qualité... Alors, moi, si on me demande mon avis personnel, je vais dire bio et local, mais on va rester sur une alimentation de qualité parce qu'il faut qu'on travaille sur toutes les formes de budget possibles et toutes les formes de production possibles. Mais il faut qu'on arrive à faire rayonner cette action-là. Et puis, ça va aller. Oui, ça va aller, mais je veux juste vous raconter l'histoire de la carotte. Juste pour... Vous savez... Quand on est dans la rue ou quand on est en grande pauvreté ou quand on a des gosses, la carotte, la patate, on la récupère. Mais la carotte, c'est vraiment très précieux. Et les carottes qu'on distribue,
elles sont noires le lendemain ou le surlendemain, parce que vous les avez déjà en bout de course. Et on s'est dit, la carotte, bon sang, il faut travailler la carotte. Et on a travaillé une semence, et on a travaillé avec des agriculteurs, et on a trouvé une carotte qui est particulière, qu'on ne lave pas, qu'on brosse, qui n'est pas trop chère. Et cette carotte-là, vous la gardez 3 semaines sur le bord de la fenêtre ou attachée, vous savez, au balcon dans le sachet en plastique. Et ça marche. Et du coup, la carotte, c'est une base, vraiment une base pour faire la soupe pour les gamins, vous faites tout avec la carotte. Un petit bout de viande, vous faites le pot-au-feu, enfin, la carotte, c'est vraiment important. Et ben, on a travaillé avec des agriculteurs pour trouver la bonne carotte, pour la faire cultiver. Mais ce qui est difficile après, c'est qu'on a contractualisé 15 tonnes de carottes. Sauf que les associations caritatives, elles disent « Ah oui, mais là, on va peut-être avoir des carottes qui vont arriver de je ne sais où, de Pomona, ou de ci ou de ça. Donc, on ne va pas vous prendre vos carottes. » Et en fait, les 15 tonnes de carottes, on fait quoi avec quoi? Vous comprenez? Si on ne contractualise pas, on peut pas, les paysans, ils ne peuvent pas travailler convenablement. Et il y a un moment où il faut sécuriser ce marché. Et il faut vraiment travailler. Alors, dans l'économie du pauvre, c'est on lui fait la charité, on lui donne ce qui nous reste. Et donc, on ne travaille pas du tout un marché. Et on ne travaille pas du tout comme on devrait travailler en économie normale. C'est-à-dire quel est le besoin, quelle est l'offre, quel est le meilleur produit, le meilleur rapport qualité-prix et comment je le mets en place. Et donc tout ce travail avec les associations, avec le collectif des associations, on est en train de le faire. Mais les carottes partent bien à Amplet et Cagette. Et merci. On en vend beaucoup. Merci Huguette. Je crois, pour ceux qui sont de Nancy, le 21 novembre, vous faites un événement. Alors le 21 novembre, on a une grande journée à Sion. Pour ceux qui sont d'ici, vous connaissez Sion, le jardin des paysages. Et en fait, on remet l'analyse d'impact qu'on a fait faire à un cabinet sur la démarche de la dignité dans les assiettes. Et sont des indicateurs d'impact un peu nouveaux. C'est-à-dire qu'on a pris les indicateurs d'impact du droit à l'alimentation, du droit, donc les indicateurs Panthère. On a pris les indicateurs qui analysent la dynamique d'un territoire et on a pris les indicateurs des dimensions cachées de la pauvreté. Et ces trois groupes d'indicateurs, on les a apposés sur l'analyse de cette dynamique, la dignité dans les assiettes, et c'est le rendu de cette analyse d'impact qui est assez bonne. Eh ben, on sera preneurs, et je reviendrai vers vous 4 dans la rencontre avec les autres organisations de producteurs bio et les associations alimentaires au niveau national, puisque pour ces enjeux de contractualisation, de conventionnement et d'organisation de la filière dite solidaire qui est aujourd'hui reprise par la Fédération des banques alimentaires comme un objectif central. Merci à vous toutes et à vous tous. On va passer aux éléments de synthèse et de conclusion.